L'émission suivante est réalisée grâce à un partenariat local. Bonne émission! Une entreprise de grande culture à Saint-Hyacinthe a trouvé un bel équilibre entre tradition et innovation. Les fermes Overbeck ont développé dans les dernières années un service d'entreposage, mais ce qui sort de l'ordinaire est leur service de drone. Cette nouvelle technologie permet de surveiller la santé des champs et de faire de l'épandage. Maintenant que la relève est bien établie, l'optimisation est toujours une priorité chez les Overbeck. Mon nom est Christian Overbeck, je suis le propriétaire de les fermes Overbeck Incorporées. Je m'appelle David Overbeck, la troisième génération pour les fermes Overbeck avec mon frère William. Mon nom est William Overbeck, je prends la relève des fermes Overbeck. On a deux sortes de drones. On a un petit drone muni d'une caméra avec lequel on peut faire de la cartographie puis analyser la santé des plantes. Puis par la suite, en comprenant quelle est la santé du champ, on peut venir adapter des applications, faire une application plus précise seulement où c'est nécessaire. Puis en fait, c'est là que notre deuxième service de drone vient jouer. Où est-ce qu'on a un très grand drone qui pèse 50 kg lui-même et qui est capable de lever un autre 50 kg. Puis on fait des applications, que ce soit d'engrais, que ce soit de semences, que ce soit de pulvériser toutes sortes de produits. On le fait nous-mêmes à la ferme, mais on offre aussi le service aux autres agriculteurs. En fait, c'est issu d'une réflexion que j'avais, moi, autour des années 2020. C'est là que je commençais à avoir un intérêt pour les drones, surtout les petits drones. J'avais une idée d'utiliser des plus gros drones pour faire des semis de culture de couverture, justement. Puis j'avais approché une compagnie qui était déjà dans le monde du drone agricole. Puis on a développé un projet ensemble en 2021-2022. Puis les résultats étaient assez concluants. On voyait qu'avec des gros drones, on était capable de faire des semis qui fonctionnaient, qui avaient une belle efficacité. Donc on a décidé à la ferme de s'acheter un nouveau modèle de drone qui venait de sortir à l'hiver 2022. Puis à partir de 2023, on a développé notre offre de marché. On peut changer le réservoir pour avoir un réservoir de liquide pour faire des applications d'engrais foliaires. Le drone est conçu pour appliquer des pesticides. Par contre, légalement au Canada, on n'a pas le droit d'appliquer de pesticides. Donc, c'est ça. On peut en faire, théorique. D'un point de vue technologique, on est capable d'en faire, mais d'un point de vue législatif, on ne peut pas encore. La réglementation devrait changer au fil des années pour faire en sorte qu'on puisse en dépendre. Mais au Canada, on n'a pas le droit encore. On était quasiment les seuls au Québec à offrir le service. On était deux, en fait, en 2023.
Puis on a agrandi énormément notre offre à ce moment-là. Puis au fil du temps, il y a de plus en plus de joueurs qui se sont joints. Je dirais que maintenant, en 2025, l'utilisation de drones en agriculture est de plus en plus fréquente. Si on n'est pas une centaine, on est très près d'être une centaine de producteurs à avoir des drones au Québec. Mais nous, on a vraiment développé justement notre expertise depuis 2021. Donc, on a quelques années d'avance vis-à-vis d'autres producteurs qui s'intéressent depuis tout récemment. Nous, on fait la production de grains, on peut aussi dire des grandes cultures. Donc, on a 3 cultures qu'on va commercialiser. On parle du blé, du maïs et du soya. Et ça, c'est le maïs qu'on voit, le maïs grain pour consommation animale. Ici, on parle de blé. Encore une fois, principalement pour les animaux. Le soya OGM avec le lait noir pour les animaux, encore une fois. Ici, on a le soya non OGM. Avec les îles claires, on voit justement les îles, les petits points qui sont beaucoup plus clairs, qui ne sont pas aussi noirs pour la consommation humaine. Puis ici, on parle de seigle, un peu contaminé avec du blé, qui est pour les cultures de couverture. On ne va pas vraiment le récolter. Mais ça peut être utilisé pour la consommation animale également, ou faire du pain de seigle pour manger avec du smoked meat. Plus récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé le fait d'utiliser du blé d'automne ou du blé d'hiver, qu'on dit, qu'au lieu de semer au printemps, comme le maïs ou le soya, mais on vient de semer à l'automne précédent. Il pousse un peu, puis il survit à l'hiver, caché dans la neige, isolé du froid, puis il redémarre sa croissance le printemps prochain. Puis en fait, il y a plusieurs avantages à semer du blé d'hiver au lieu de semer du blé de printemps. Souvent, les rendements sont meilleurs. On a besoin de moins de pesticides pour gérer les mauvaises herbes, gérer les maladies. Puis, au final, c'est une culture beaucoup plus rentable puisqu'on a plus de revenus, moins de dépenses. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est approprié depuis maintenant 3 ans qu'on fait du blé d'hiver. Au niveau du blé, on fait un peu de blé pour la consommation animale, un peu de blé pour la consommation humaine. En fait, là, il est transformé par des meuneries pour faire de la moulée. Ou des fois, ça va à l'exportation également. Puis le blé là, de consommation humaine, lui, est transformé en farine, en pain, pour faire des pâtes. Il y a différents produits que tu peux faire à base de blé. Donc, nous, nos clients directs, c'est un peu comme le maïs, c'est des négociateurs de grains, qu'eux, après ça, ils s'occupent là, de faire la mise en marché au client final. Pour ce qui est de tout ce qui est non-OGM, donc le blé puis le soya non-OGM, mais on va vraiment avoir des silos attitrés, là, parce que sinon il pourrait avoir un risque de contamination. Là, puis on fait vraiment des tests là, pour déterminer est-ce que le grain a des traces de gènes qu'on a insérés dans le grain. Donc si, disons, on remplit un silo avec du maïs, puis qu'après ça, on le vide, puis on le remplit avec du soya non-OGM, mais la poussière de maïs qui est restée dans le silo pourrait contaminer le grain, qui fait qu'à sa sortie, bien, quand on fait un test pour voir est-ce qu'il est OGM ou non, mais il sortirait que oui, il est OGM, parce que la poussière de maïs a contaminé le grain du soya. Donc nous, en fait, nos clients directs dans notre production de soya, c'est vraiment des semenciers. Ça, c'est des... Nous, on a comme des contrats qui nous lient à ces semenciers-là. C'est des compagnies qui développent des variétés de semences avec des caractéristiques particulières pour leurs clients à eux. Donc, nous, toute notre production de soya, on la vend aux semenciers avec lesquels on a un contrat. Le maïs est utilisé par des meuneries pour être transformé en moulé pour ensuite nourrir les animaux. Il y a aussi une partie du maïs qui est produit au Québec, là, qui est exporté soit aux États-Unis, au Mexique, en Europe, en Asie.
Donc nous, en fait, nos clients directs dans le maïs, c'est des négociants de grains. C'est comme des intermédiaires entre nous, les meuneries, puis les clients à l'exportation. Il y a plusieurs défis là, auxquels on fait face. On peut penser notamment là, à tout l'enjeu du prix des terres agricoles qui est très, très élevé, qui fait en sorte que si on achète une terre en elle-même, c'est impossible de la rentabiliser. Il faut déjà avoir des terres payées qui nous permettent d'acheter d'autres terres et d'éventuellement grossir l'entreprise tranquillement. Ce qui est un gros problème. Je dirais le problème numéro 1 dans le monde des grandes cultures ou des fermes comme les nôtres. Puis en parallèle, bien, avec des températures de plus en plus chaudes, mais on a des insectes qui étaient avant juste aux États-Unis, qui n'arrivaient pas à vivre au Québec, qui maintenant s'installent au Québec. On a la même chose avec des maladies fongiques. Donc, il faut regarder nos cultures, s'assurer qu'on n'a pas de nouveaux insectes ou nouvelles maladies. Les fermes Overbeck ont commencé à offrir un service d'entreposage en 2019. Au début, l'entreprise avait 6 000 tonnes d'entreposage. 4 000 tonnes étaient dédiées pour leur récolte personnelle et 2 000 tonnes étaient consacrées pour le client. Après la construction de leur nouveau silo au fil des années, la capacité d'entreposage a augmenté de 10 000 tonnes. D'ailleurs, cette année, l'entreprise souhaite agrandir à nouveau. Dans le fond, ici, on est en train de procéder à la construction d'un nouveau silo. En fait, là, en ce moment, on est à l'étape de l'excavation. Donc, on plante des poteaux de téléphone là, dans le sol qui va permettre de bien soutenir le silo au fil des années. Donc là, on voit mon père au loin qui est en train de compacter là, la gravelle entre les poteaux de téléphone. Puis, en fait, la prochaine étape, ça va être de couler le béton. Par la suite, procéder à l'installation du silo. Après ça, tout ce qui est l'électricité. On était un peu dans un entre-deux. En fait, là, il n'y avait pas beaucoup de terres agricoles à vendre dans la région. Puis également, là, c'était des gros montants qu'il fallait investir. On cherchait des projets à plus court terme, qui pouvaient être rentabilisés à plus court terme. Donc, c'est là que l'idée de construire des silos d'entreposage là, est venue, en fait, là, d'investir, de faire des investissements dans cette nouvelle activité-là. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a des camions qui arrivent par la balance là-bas, ils se font peser. Après ça, là, le camion, on fait les tests de grains selon là, les critères établis par le client au niveau de l'humidité, du poids spécifique, des toxines dans le grain. Il y a d'autres tests qui peuvent se faire aussi à la demande des clients. Par la suite, là, on procède au déchargement du camion en question. Puis par la suite, là, on s'occupe de la ventilation du grain, puis du chargement à la fin. Donc là, ici, on peut voir là, vraiment un silo avec du soya dedans pour procéder au chargement là, des camions. En fait, il y a une vis qui va dans le centre du silo, puis il y a des trappes dans le silo qui permettent de faire couler le grain dans la vis. Puis le grain, en fait, il va sortir par la vis ici, dans la cuvette, laquelle va se remplir. Puis là, on va actionner la vis pour charger le camion par la suite. Le plancher du grain est ici. Là. Tout ici, c'est vide, entre ici et la base, pour laisser l'air circuler. Comme ça, quand on active le ventilateur, mais l'air se répartit uniformément partout en dessous du plancher puis vient ventiler tout le grain, au lieu de seulement ventiler à côté du ventilateur. On a vraiment l'ensemble du grain qui est bien aéré et qui fait en sorte qu'on est capable de le conserver plus longtemps. Là. C'est une particularité des silos à grains, là, comme ça, d'avoir un faux plancher, qu'on dit, là, qui est un peu plus haut que vraiment le plancher de béton, là, proprement dit.
Les clients d'entreposage, c'est plus on pourrait dire encore une fois, c'est des négociateurs de grains qui achètent en fait des grains directement à des producteurs, mais qui n'ont pas nécessairement des installations d'entreposage pour entreposer tout le grain acheté. Donc, ils font appel à nous, que nous, on a ces installations-là. Comme je disais tantôt, là, on offre le service un peu clé en main, là, que ce soit de la réception des camions, du grain, jusqu'à l'envoi de ces camions-là à la fin là, de la saison. Là, on peut se diriger à l'intérieur pour regarder un peu de nos équipements là, pour faire les tests de grains. Ici, on voit, là, ça, c'est l'écran pour dire c'est quoi le poids du camion en tant que tel. Donc là, on voit que sur la balance, là, il y aurait un 10 à 20 kg. Ça peut être de la petite gravelle là, qu'il faudrait balayer pour enlever, pour remettre à zéro. Mais le poids du camion, on peut le voir affiché ici. Ça ici, c'est que je vous parlais, c'est les télécommandes là, pour faire fonctionner la probe. Donc en jouant avec les joysticks, on peut manier la probe là, en question. On a les tamis nécessaires là, pour faire les tests de grains. En fait, là, on veut tester le nombre d'impuretés qu'il y a dans le grain. Souvent, les impuretés là, sont déduites du voyage parce que les clients ne veulent pas payer pour les impuretés. Puis également, là, on a une balance pour tester le poids spécifique. Ici, on a un humidimètre qui permet de tester l'humidité dans le grain. Ici, en fait, là, c'est toute notre station pour tester les toxines dans le grain. Donc, on prend l'échantillon, comme je disais tantôt, là, avec la probe. Ensuite, on va mouler, en fait, ce grain-là en petites pâtes là, très fines. Par la suite, là, on va faire des manipulations pour avoir notre échantillon final, lequel on va faire shaker ici, avec le shaker. Puis, par la suite, là, on va mettre l'échantillon dans la machine ici, qui va permettre là, de faire le calcul du nombre de toxines qu'il y a dans le grain. Un grain avec trop de toxines, surtout dans certains animaux, là, pour le porc et le poulet, bien, ça peut rendre les animaux plus malades là, quand le grain il y a trop de toxines dedans. Un autre projet en cours avec Agriculture Canada est de faire des essais d'un nouveau type d'intrants appelé des inhibiteurs d'azote. Le but à long terme est de réduire les gaz à effet de serre. Quand on applique de l'azote, une petite portion, environ entre 1 à 5 % de l'azote, va se transformer en ce qu'on appelle du protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre. Puis on a une partie du champ sans inhibiteur, puis une partie avec inhibiteur, pour comprendre quelle est la quantité de réduction de protoxyde d'azote grâce à l'inhibiteur. Donc, c'est notre deuxième année à faire ça. La première année, on avait réduit d'environ 1/3 les émissions. Ça équivalait le quart des émissions d'une voiture annuellement. Donc, sur l'échelle de notre entreprise à 500 hectares, on comprend que l'inhibiteur pourrait réduire de façon quand même assez importante les émissions qu'on émet. Par contre, de notre côté, il y a peu d'intérêt d'un point de vue économique de faire. On n'est pas vraiment taxé sur la pollution qu'on produit. L'inhibiteur a un coût relativement important. On n'a pas de meilleur rendement ou on ne peut pas nécessairement réduire la quantité qu'on applique. Donc, on fait des essais justement à comprendre comment est-ce qu'on peut les intégrer de façon intelligente pour, oui, réduire les émissions de protoxyde d'azote qu'on émet, mais également trouver une façon de rentabiliser ce genre de technologie-là. On peut voir là, ici là, les différents cylindres où est-ce que justement on vient mesurer les gaz à effet de serre là, qui sont émis, là, principalement le protoxyde d'azote, où est-ce que les gens vont venir mettre une machine par-dessus le cylindre pour vraiment absorber les gaz qui sont émis et comprendre quelle était la quantité de protoxyde d'azote qui a été émise tout au long de la saison. Il faut comprendre que quand on vient faire une application d'engrais azoté, on a comme un pic d'émissions dans les 2 semaines suivant l'application. Puis après ça, on a un peu un bruit de fond qu'on appelle, très peu d'émissions. Donc on a mis les cylindres tout de suite après avoir fait notre première application d'azote, avant le semis de maïs. On mesure actuellement les émissions.
Pour l'instant, ce sont les grandes cultures qui continuent à générer le plus de revenus chez les fermes Overbeck. Ce secteur représente 85 % de leur chiffre d'affaires. L'entreposage, de son côté, représente 10 % des profits et le service de drone environ 5 %. Le propriétaire, Christian Overbeck, est content de la façon que l'entreprise a évolué. C'est extrêmement différent. Là, je vous dirais que les technologies qui existaient là, dans les années 70 puis qu'est-ce qu'on est capable de vivre en 2025, bien, c'est extrêmement différent. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que la nouvelle génération, elle amène des nouvelles connaissances, de nouvelles façons de voir, un peu comme moi je l'ai fait là, quand j'étais plus jeune. Donc là, ça nous donne la chance là, d'améliorer là, nos façons de faire. Puis vous comprendrez que dans les 10-15 dernières années, l'environnement a pris une part là, très importante. Puis l'objectif là, de, je pense, la majorité des producteurs agricoles aujourd'hui, bien, c'est de diminuer l'empreinte agro-environnementale, tout en s'assurant de continuer à augmenter notre productivité, qu'elle soit agronomique ou économique, mais en respectant les attentes sociétales. Puis moi, je suis arrivé dans l'entreprise tout le long de ma jeunesse, je me suis impliqué. On a terminé nos études en 1987, puis en 1988, bien, j'ai acheté mes premières terres, puis on travaillait en collaboration comme toute autre famille, là, 2 générations qui travaillent ensemble pour se partager là, certains actifs, avoir une synergie d'idées de générations différentes, tout en ayant à cœur là, de rentabiliser les différents investissements. Et on a fait un parcours longtemps comme ça, puis il s'est distancé de l'entreprise là, un peu au fil des années, jusqu'à son décès en 2014. Puis depuis 2014, je suis seul. Et on procède présentement à l'intégration là, de la génération suivante au sein de l'entreprise. La ferme en tant que telle, c'est mon père qui l'a débuté au début des années 60. Donc lui, il provenait là, des Pays-Bas. Il avait immigré au Canada, puis après différents emplois auprès de d'autres entreprises agricoles, puis un petit séjour dans l'Ouest canadien, bien, il est revenu dans le territoire mascoutin, puis il a trouvé un emploi comme gérant d'entreprise d'une entreprise qui était déjà spécialisée dans la production de semences de betteraves à sucre. Il a été gérant d'entreprise durant un certain temps, puis tranquillement, bien, ils se sont partagés là, les droits de propriété au fil des années. Ça a été un peu son parcours initial, entrecoupé d'implications sociales, là, comme les affaires municipales et ces choses-là. Il s'assurait là, de remplir correctement ses fonctions comme maire à Saint-Thomas-d'Aquin, puis de s'assurer là, de la bonne évolution des travaux ou de la gestion au niveau de l'entreprise en tant que telle. Donc, c'est un travail de partenariat au sein de l'entreprise. Un peu la même chose là, que j'ai réussi à faire là, de mon côté, là, en étant président des producteurs de grains durant près de 20 ans. Bien, c'est de s'assurer que quand on remplit des fonctions au sein des producteurs de grains, bien, on s'assure que l'entreprise là, continue à évoluer. Donc, peut-être un rythme un peu ralenti, mais il y a quand même une évolution là, qui s'est assurée là, d'être faite là, au fil des années. Nous, on voit ça comme une division en croissance où est-ce qu'on veut continuer à rester à la fine pointe de la technologie, continuer à acheter des nouveaux modèles de drones qui sortent, qui sont plus efficaces, plus gros, qui nous permettent d'offrir des prix plus compétitifs à nos clients. Je dirais que le plan de match, là, c'est de viser à avoir une belle vie dans le sol qui, elle, va se transmettre à des plantes qui sont plus résilientes, qui sont prêtes à affronter justement là, tous les défis auxquels ils font face. L'avenir, je dirais, c'est un peu la sommation des visions de mon frère William et de la mienne. Du côté de William, là, tout ce qui est enjeux environnementaux, écologiques, enjeux sociaux, ça lui tient à cœur. De mon côté, être compétitif, je sais d'en prendre soin le plus possible, puis pour que l'entreprise puisse perdurer dans le temps. Donc, si je pourrais phraser un peu là, notre vision, c'est de développer une entreprise viable et pérenne, tout en respectant là, les grands principes de l'agriculture durable. La culture des grains est la 3e production agricole la plus importante selon les recettes du marché.
D'après les données du gouvernement du Québec, les producteurs cultivent principalement du maïs, du soya, des céréales à paille et du canola. Quelques autres exemples de grains en développement dans la province sont le lin, la moutarde, le chanvre et le miscanthus.